Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Le feu aux portes d'Athènes, les incendies gagnent du terrain en Grèce. 600 pompiers sont toujours mobilisés. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur maison. Accident de manège meurtrier hier dans un parc d'attractions de l'Oise. Une femme de 35 ans a été éjectée. Elle a succombé à une crise cardiaque. C'est le grand dossier de la rentrée politique. Mardi, Nicolas Sarkozy recevra les banquiers à l'Elysée pour préciser leurs engagements pris sur les rémunérations variables, autrement dit les bonus. Un dimanche de sport, du football. Bordeaux s'installe en tête de la Ligue 1 après une large victoire sur Nice. De la Formule 1, Rubens Barrichello remporte le Grand Prix d'Europe. Et puis nous ferons aussi le bilan des mondiaux d'athlétisme à Berlin. Enfin, c'est le film événement de la rentrée, Un prophète de Jacques Audiard, ou Comment survivre en prison quand on a 19 ans, Grand Prix du jury au Festival de Cannes. La Grèce se prépare à affronter des incendies aussi violents qu'en 2007. Il y a 2 ans, le feu avait tué 77 personnes et brûlé 250 000 hectares de forêt. Ce soir, 600 pompiers se battent toujours pour empêcher les flammes d'atteindre Athènes, alors qu'elles gagnent du terrain dans les zones boisées et menacent les banlieues de la capitale. Yannick Aroussi. Le mont Pentéli dévoré par les flammes. Poussé par les vents au cours de la nuit, la langue de feu se rapproche d'Athènes. Et ce soir, l'incendie progresse toujours, impressionnant de vitesse. Les flammes sont désormais en ville à une vingtaine de kilomètres à l'est du centre historique de la capitale. Les habitants impuissants sont invités à évacuer comme ici à Agios Stéphanos. Certains veulent pourtant rester à tout prix. La plupart des gens sont partis, moi je n'ai pas pu. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, mais ce feu est impossible à arrêter. Il va trop vite. Cet hôpital pour enfants, une maison de retraite, une colonie de vacances ont été évacués. 12 000 hectares ont été parcourus par les flammes. De nombreuses habitations sont détruites et la colère monte chez certains habitants qui ont lutté seuls pendant de nombreuses heures avec les moyens du bord. Personne n'est venu, personne. C'est une honte. Nous, on a réussi à sauver notre maison, mais pas nos voisins. Quelle honte! Vous vous imaginez s'il y avait eu quelqu'un à l'intérieur? 600 pompiers et 340 militaires sont pourtant engagés sur le terrain, ainsi que 12 avions et 7 hélicoptères. Mais malgré l'aide de la population, la fumée et la vitesse du vent les empêchent d'endiguer ce que les autorités appellent déjà une catastrophe écologique. Tous nos moyens de lutte combattent l'incendie. Malgré tout, le problème reste entier. C'est pourquoi nous avons demandé l'aide de nos partenaires européens. 2 avions italiens sont déjà arrivés. La France va envoyer 4 Canadair. L'Autriche et Chypre vont également participer au renforcement de la flotte aérienne. Et en direct d'Athènes, on retrouve notre correspondante Alexia Kefalas. Bonsoir Alexia. Alors plusieurs feux ont repris ce soir, notamment dans la banlieue de Marathon et de Dionysos. Est-ce que l'on craint maintenant sur place le drame du mois d'août 2007 ? Bien, écoutez, c'est difficile de comparer au mois d'août 2007 pour 2 raisons. D'abord parce que la menace est beaucoup plus importante. Nous sommes aux portes d'Athènes, la toute proche banlieue. C'est donc près de la moitié de la population grecque qui est menacée, d'une part. Et d'autre part parce que les vents sont beaucoup plus violents. C'est d'ailleurs ce qui impressionne le plus les autorités grecques. Les autorités grecques qui sont fortement mobilisées. D'abord, les pompiers sont maintenant 2 fois plus nombreux. Près de 500 pompiers sont ici sur place. Des Canadair européens sont venus en renfort. Et à la tombée de la nuit, avec les vents, tout est beaucoup plus difficile. Maintenant, les causes de ces feux sont toujours au cœur de la polémique et les incendiaires sont pointés du doigt, notamment par l'opinion publique. A priori, les flammes ont commencé dès vendredi soir dans le mont de Grammatikos et les pompiers n'auraient plutôt sous-estimé l'intensité de ces flammes et donc n'auraient pas réagi assez rapidement, ce qui fait que maintenant, ça s'est propagé à cause des vents et la polémique enfle. Ce qui est sûr, c'est que le bilan sera plutôt triste. Merci Alexia pour ces précisions en direct d'Athènes. La vallée de la mort, un voyage funeste pour un groupe d'adolescents venus aux États-Unis pour les vacances. 3 minibus se suivaient la nuit dernière. Quand l'un d'eux a quitté la route, 2 jeunes Françaises ont été tuées, 5 autres ont été blessées, dont 2 grièvement. Sophie Rodier, Thierry Breton. L'accident s'est produit sur une route isolée en plein désert du Nevada.
La nuit dernière, un groupe de 20 adolescents en voyage organisé quitte Las Vegas, direction le parc national de la Vallée de la Mort. Ils voyagent à bord de 3 minibus quand l'un des chauffeurs perd le contrôle de son véhicule et fait plusieurs tonneaux. 2 jeunes filles de 17 ans sont tuées, 5 autres personnes blessées. Elles ont été évacuées dans 2 hôpitaux de Las Vegas. Je suis allé les voir dès mon arrivée à Las Vegas. Il y a 3 jeunes filles qui sont blessées, ainsi qu'un jeune garçon qui est plus sérieusement atteint. Mais les nouvelles étaient un peu plus optimistes quand même quand j'y suis allé. À Paris, au Quai d'Orsay, une cellule de crise a rapidement été activée pour informer les familles. La plupart sont marseillaises. Le voyage était organisé par le CE de l'aéroport de Marignane. Le rapatriement des rescapés est prévu très vite. Les blessés seront rapatriés dès que ça sera possible médicalement, et ça semble pouvoir être possible assez rapidement. Par ailleurs, pour ce qui concerne les familles des 2 adolescents décédés, on est en train de voir avec elles ce qu'elles souhaitent et ce qui est le plus utile. Cette agence de Juvisy-sur-Orge avait organisé le voyage. Son directeur est atterré. On est sous le choc, ça fait 22 ans qu'on fait ce métier-là. C'est la première fois que ça nous arrive, on pense très fort au fond. Selon certains témoignages, la conductrice se serait endormie au volant. C'est l'un des éléments que devront vérifier les enquêteurs. La direction affirme que les mécanismes de sécurité ont fonctionné normalement. Alors pourquoi une femme de 35 ans a-t-elle été éjectée d'un manège hier dans un parc d'attractions de l'Oise, projetée plusieurs mètres plus bas? C'est peut-être une crise cardiaque qui l'a emportée quelques minutes après sa chute. Pierre Monégier, Mathieu Régnier. Pour les gendarmes, cet accident est toujours une énigme. Hier, ils ont inspecté les lieux pour tenter de comprendre comment une femme de 35 ans avait pu être projetée hors de ce manège, malgré le dispositif de sécurité. La barre de sécurité a bien été fermée, on a entendu le clic de fermeture, son compagnon qui est à côté l'a aussi entendu. Le couple et leurs 2 enfants avaient pris place à bord du coaster Formule 1, que l'on voit ici sur cette vidéo publicitaire. C'est en remontant après une rapide descente que la femme a été éjectée. Elle se trouvait à moins de 4 mètres du sol. En 2005, déjà 11 passagers de ce même manège avaient été blessés. Cette fois, le gérant exclut tout dysfonctionnement. Ce manège est récent, a été contrôlé tous les ans. Nos équipes techniques l'ont démonté. Voilà, bon. Tout ce qu'on sait, c'est que la personne était de forte corpulence, elle est tombée. Est-ce qu'elle était mal assise? C'est peut-être une possibilité. L'accident n'a pas refroidi les amateurs de sensations fortes. Ils étaient des centaines ce matin aux abords du parc. Mais certains habitués pointent du doigt la conception même de l'attraction. Avec la force centrifuge, moi vu mon gabarit, j'ai quand même décollé de ça. Et sachant qu'on n'est pas tenu par des grosses barrières, on est juste tenu par une barre au milieu et on doit se tenir. Si vous ne tenez pas, vous ne cramponnez pas en fait. Moi personnellement, j'avais ni les pieds qui touchaient, ni les fesses. Depuis 2005, la loi impose un premier contrôle lors de la commercialisation d'un manège, puis une vérification tous les ans. L'entretien restant à la charge de l'exploitant. Mais en 4 ans, 6 personnes ont trouvé la mort dans des parcs d'attractions qui répondaient à ces normes. Autre accident dont les causes sont encore inconnues, celui d'un petit avion de tourisme ce matin près de Draguignan, dans le Var. L'appareil, probablement victime d'une panne de moteur, s'est abîmé dans un massif avant de prendre feu. Il y avait à bord 3 adultes et 2 enfants. Tous ont péri dans la catastrophe. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. La queue de l'appareil, un siège, tout le reste n'est qu'amas. Des débris éparpillés dans un jardin. Vers 9h30 ce matin, l'avion heurte un arbre derrière cette maison, puis s'écrase à une dizaine de mètres seulement de l'habitation. Les propriétaires et leurs voisins se précipitent. Il y avait le tuyau des voisins. Après le tuyau des voisins, on a fait ce qu'on a pu, mais 5 minutes après, les pompiers étaient là, ils ont fait le nécessaire, et voilà quoi. Impuissants. Les 5 passagers sont morts carbonisés, un garçon de 11 ans, sa sœur de 15 ans, leur grand-mère, leur oncle et un ami de celui-ci. Ils avaient quitté l'aéroport de Cannes-Mandelieu pour rallier le Gard. Quelques minutes plus tard, en survolant ce camping de Calas dans le Var, le monomoteur se comporte bizarrement. Il est sorti des nuages, il est tombé comme une feuille, mais à la vitesse d'une pierre, et puis le temps qu'il passe derrière les sapins, ça avait explosé. Je pense que le pilote a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour éviter de rentrer dans le camping, parce qu'il a essayé de planer, mais il était vraiment trop bas. Il a tapé dans les arbres un peu plus loin, il a explosé. Bon, c'est allé vite, hein, 3-4 secondes. Certains campeurs ont eu le temps de photographier le nuage de fumée. Les témoignages recueillis par les gendarmes semblent se recouper. Beaucoup décrivent le même phénomène. Un bruit de moteur suspect qui aurait dératé, ou en tout cas pas un bruit normal de moteur. Et
très peu de temps après le choc de l'avion. La brigade des transports aériens de Nice a été saisie. Elle déterminera si c'est bien une panne moteur qui est à l'origine du crash. L'OMS qualifie le virus de capricieux et appelle la planète à se tenir prête à faire face à une nouvelle vague de grippe A. À l'approche de l'hiver, les pays du Nord sont concernés, les premiers. En France, 86 enfants d'une colonie de vacances et 18 moniteurs sont confinés près de Royan, où 2 cas ont été diagnostiqués. Cécile Tartakovsky, Fabien Tormos. Depuis 2 jours, les enfants de ce centre de vacances sont sous étroite surveillance. Dès vendredi, 2 de leurs camarades présentent les premiers symptômes d'une grippe, fièvre, nez qui coule et maux de ventre, assez pour inquiéter l'équipe d'encadrement. Rapidement alertées, les autorités sanitaires procèdent aux premières analyses. Après diagnostic, il s'agit bien du virus H1N1. Les enfants qui présentaient des symptômes ont tous été mis dans des chambres séparées, dans des bâtiments à l'écart des enfants qui ne présentaient pas de symptômes. Tous les enfants portaient des masques chirurgicaux dès l'apparition des symptômes. Pour éviter toute contamination, le centre de vacances a été divisé en 3 zones distinctes. On a bloqué tout le 2e étage pour les enfants qui ont eu de la fièvre. La zone d'isolement d'abord pour les 2 cas avérés et 5 autres cas suspects. Une zone de précaution pour les personnes qui présentent des symptômes. Et sous les tentes, le groupe jugé sain. Depuis ce matin, les activités reprennent doucement mais sûrement. Seules les sorties sont encore limitées. Ils vont très bien, ils se portent bien. Là, ils sont en pleine activité comme était prévu le séjour. Tout est normal sauf le masque. Le centre de vacances n'a pas été mis en quarantaine. Les enfants contaminés de leur côté se portent mieux. Des analyses ont été effectuées sur 5 autres personnes. Les résultats seront connus dès demain. J'ajoute que Roselyne Bachelot pour la santé et Marie-Luce Pinchard pour l'outre-mer se rendront en fin de semaine prochaine à La Réunion pour évaluer les mesures mises en place pour faire face à l'épidémie. Hier, l'espoir à gauche autour de Vincent Peillon. Aujourd'hui, la fête de la rose autour d'Arnaud Montebourg. Le député PS qui menace de quitter le parti défend l'idée de primaire à gauche. Le Trublion affirme qu'avec le soutien de Benoît Hamon et celui de Bertrand Delanoë, il est en train de faire consensus. À Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire, Hélène Hugues, Nora Fadlaoui. Arnaud Montebourg a baissé d'un ton, un peu moins virulent dans ses menaces de claquer la porte du PS. Vous craignez toujours de quitter le parti? Ah bah vous verrez, hein, surprise. Il ne sera pas le parti. Ah, vous voyez, ils vous prennent pas au sérieux. Bah on verra. Et pour cause, son projet de primaire pour désigner le candidat de la gauche à la présidentielle reprend du poil de la bête. Bertrand Delanoë est pour, Vincent Peillon aussi. Et aujourd'hui, même le porte-parole du Parti socialiste le soutient. De quoi redonner du baume au cœur. Ça, je crois aux primaires comme accélérateur de transformation de toute la gauche. C'est le moyen d'abord de ne plus se diviser. Et contrairement à ce qu'on a dit, puisque aujourd'hui nous les avons les primaires, tous les jours, sauvages, permanentes, grotesques, c'est de les organiser pour faire une sorte d'entonnoir. Des cadras d'accord sur les primaires, mais pas question de bousculer toutes les traditions. Sur l'alliance avec le Modem, il se divise. Après la main tendue de certains socialistes aux centristes hier à Marseille, Benoît Hamon corrige le tir. Je n'ai, et je vous le dis, à l'égard du Modem, aucun réflexe sectaire. Mais je suis pour la cohérence politique. Et quand je constate que dans mon propre parti, on est confus, j'ai pas envie d'importer en plus la confusion du Modem. Alliance avec le Modem, primaire à gauche, 2 sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Le week-end prochain à La Rochelle, mais Martine Aubry aura du mal à y échapper. Ils auront les honneurs de la rentrée politique. Les banquiers ont rendez-vous mardi avec Nicolas Sarkozy. C'est l'épineux dossier des bonus des traders. Plusieurs pistes sont à l'étude pour mieux encadrer ce système de rémunération variable. Cloué au pilori, vous vous en souvenez, au moment de la crise financière. Explication, Caroline Thébault, Mathieu Régnier. Repérer des traders pour les banques, c'est le métier de cette spécialiste en recrutement. Après des mois de crise financière, l'activité repart à la hausse, les embauches et les bonus avec. Les traders sont des talents, ils ne sont pas très nombreux. C'est un petit peu comme les sportifs de très haut niveau. Si on veut attirer un trader, il faut le rémunérer très correctement. D'où ces bonus qui peuvent atteindre 15 fois le salaire fixe, jusqu'à plusieurs millions d'euros. Des primes que le gouvernement veut mieux encadrer. D'autant que l'État a aidé ces banques, exemple la BNP.
Étant donné ces bons résultats, 1 milliard d'euros a pour l'instant été provisionné, mis de côté pour les bonus de cette année. C'est conforme, dit la banque, au nouveau code de conduite bancaire, mais gênant pour un gouvernement qui lui a prêté 5 milliards d'euros. Les banquiers ont déjà été convoqués à Matignon. Mardi, ce sera à l'Elysée. Nicolas Sarkozy ne peut pas s'opposer à ces primes. Il n'a pas de droit de vote au conseil d'administration. Mais il a des pistes. Surtaxer ses bonus. Imposer qu'ils soient vraiment liés aux bénéfices générés par le trader sur le long terme. Pas de bonus garanti fixé à l'avance. Pour plus de transparence, informer des montants le régulateur, la Banque de France et les actionnaires. Des mesures qui pourraient pénaliser le marché financier français si le gouvernement est le seul à les appliquer. Il sait qu'il s'expose à ce que les acteurs aillent travailler sur d'autres places, et notamment Londres et New York. Donc il faudra que par la suite on trouve une solution de manière globale. Et internationale. Et internationale forcément. Lors du prochain G20 en septembre, la France devra donc convaincre les autres chefs d'État. Peut-être le sommet de la dernière chance pour trouver un accord global. C'est l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui révèle l'affaire. La CIA aurait chargé des agents d'une société privée de transporter clandestinement des détenus de Guantanamo vers des prisons secrètes en Asie. Jeudi, déjà, la presse américaine révélait que la CIA avait fait traquer et tuer des membres d'Al-Qaïda par des agents secrets. À Washington, Gérard Grisbeck et Laurent Desbois. Alors que les télévisions américaines diffusent chaque jour ces reportages qui montrent qu'en Afghanistan, la guerre est loin d'être gagnée, de nouvelles révélations sur les années Bush accusent la CIA d'avoir opéré en toute illégalité. La presse allemande raconte que les prisonniers de Guantanamo étaient transportés en Afghanistan par l'entreprise privée Blackwater, spécialisée dans la sécurité. Les journaux américains ajoutent que Blackwater était aussi chargé par la CIA de tuer des membres d'Al-Qaïda. Une information démentie par les services américains. Nous ne sous-traitons pas nos activités pour nous décharger de nos responsabilités. Mais justement, la CIA n'est pas seulement mise en accusation pour avoir sous-traité la sale besogne. On se souvient des révélations sur le supplice de la baignoire. Un rapport de 2004 qui sera rendu public demain révèle que la CIA pratiquait elle-même la torture en toute impunité. Ils mettaient sur les prisonniers leurs pistolets pour les effrayer. Et aussi, ils mettaient en marche une perceuse, comme s'ils allaient l'utiliser contre eux. Il y a 5 ans, l'Amérique effarée avait découvert ces images de torture à la prison d'Abu Ghraib à Bagdad. Depuis, chaque rapport rendu public montre que ce n'était pas un cas unique. L'Amérique n'en finit pas de solder les années Bush avec une difficulté pour Barack Obama, ne rien cacher de la vérité tout en évitant de mettre en accusation son prédécesseur. Il est 20h16 à suivre dans votre journal. Fugue ou enlèvement, on est sans nouvelles d'une adolescente depuis le 19 août. Elle passait ses vacances en famille dans un camping près de Perpignan. Un dimanche de sport, large victoire de Bordeaux sur Nice, c'est du football. Victoire aussi de Barrichello au Grand Prix d'Europe, c'est de la Formule 1. Puis nous ferons bien sûr le bilan des mondiaux d'athlétisme. Et puis le film événement de la rentrée, Un prophète de Jacques Audiard, un chef-d'œuvre sur l'univers carcéral. Elle a 14 ans, mesure 1,65 m, ses cheveux sont châtain clair. Une adolescente a disparu le 19 août, il était à peu près 19 h, du camping où elle passait ses vacances en famille près de Perpignan. À ce jour, personne ne sait si la jeune fille a fugué ou si elle a fait une mauvaise rencontre. On fait le point avec Renaud Bernard. Cette photo a été prise à la plage, pourtant l'adolescente a le visage fermé. Julie, 14 ans, est montée dans la voiture d'un inconnu ici, mercredi soir. Originaire du nord de la France, elle passait ses vacances dans ce camping avec sa sœur et ses grands-parents. Elle n'a pas pris d'argent, elle a pris son portable, mais pas son chargeur, aucun vêtement, elle n'a rien. L'environnement familial de la jeune fille est compliqué. Le père de Julie est décédé, sa mère est très malade. L'hypothèse d'une fugue a d'abord été privilégiée, mais après 4 jours sans nouvelles, les gendarmes parlent de disparition inquiétante. Au démarrage de la disparition, un témoin fait état que la jeune fille est montée à bord d'un véhicule et serait partie avec le conducteur de cette voiture. Cette voiture a été identifiée, le conducteur a été identifié et maintenant nous le recherchons. Pour retrouver cette jeune fille de 14 ans, des recherches ont été lancées dans plusieurs départements de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Un mystérieux naufrage au large de Calvi en Corse. Une vedette de luxe de 15 mètres, immatriculée à Naples,
a été découverte en partie immergée. Vous voyez les images vides de tout occupant, mais avec des trous ressemblant à des impacts de balles. Le yacht a été renfloué et remorqué. Il se trouve maintenant en sécurité. Les techniciens de la gendarmerie vont pouvoir enquêter. Le propriétaire du bateau est recherché. Vous le savez, c'est hier qu'a commencé le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam. Pendant un mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer ou d'avoir des relations sexuelles, et ce du lever au coucher du soleil. Nous sommes allés hier soir à la mosquée d'Evry, l'une des plus importantes d'Île-de-France, où des repas sont offerts pour la rupture du jeûne. Aurélia Brault, Géraldine Chen. La recette, Fatima la connaît par cœur. Dans sa marmite, la soupe marocaine pour la rupture du jeûne. Dans quelques heures, un repas sera servi gratuitement à la mosquée d'Evry. C'est pour 120, 150 personnes. 120, 150 personnes. Voilà. Faire à manger bénévolement pour 150 personnes, c'était leur idée. Alors depuis plusieurs années, une dizaine de femmes se relaient chaque jour du Ramadan pour préparer ces repas. Le jeûne, ça fait partie de ça, quoi. Il faut déjà penser aux autres, ceux qui ne mangent pas, ceux qui n'ont pas de famille, qui ne peuvent pas se réunir le soir autour d'une table garnie. De la soupe, des crêpes, des briques, au menu des spécialités du Ramadan, consistantes. C'est pas light, mais c'est ce qu'il faut pour tenir la journée. Donc c'est pas light, mais ça accompagne bien la crêpe qui va être préparée, qui est assez complète. 21h, le soleil est couché. Après la prière, le repas peut commencer. Une centaine d'hommes viennent rompre le jeûne ensemble. J'ai ma famille qui est en vacances. On est bien de rejoindre. C'est comme ma famille ici. On est les bienvenus pour tout le monde. Ils sont pour la plupart des célibataires ou des étudiants étrangers venus trouver un peu de compagnie. Ça nous rappelle un petit peu les traditions du pays, quoi. Pour fournir ces repas pendant un mois, la mosquée compte sur la générosité de ses fidèles. Nous commençons ici avec 200, 300, 400 euros. Et puis le lendemain, il y a les bouchers qui nous envoient des centaines de kilos de viande, des boulangers qui nous envoient du pain. Durant tout ce mois de Ramadan, les fidèles viendront à la mosquée célébrer la révélation du Coran à leur prophète. Un mois de jeûne et de prière, de plus en plus respecté par les musulmans. À Bagnone, en Italie, c'est toujours l'agitation. Les rumeurs les plus folles circulent. Qui est l'heureux gagnant de la super cagnotte du loto? 147 millions d'euros. Une somme inédite en Europe, remportée hier soir par un homme qui préfère garder l'anonymat, même s'il est depuis hier l'homme le plus célèbre d'Italie. Nous sommes le dimanche 23 août, la rentrée approche et c'est la fin des vacances. Il faut ranger, dire au revoir aux copains. À Biscarrosse, la famille Pesquier a plié bagages, fait place nette dans le bungalow et quitté le camping, non sans un brin de nostalgie. Reportage Candice Olivari, Christelle Arfel. Le cœur noué, un brin nostalgique, la famille Pesquier s'active. L'heure du départ a sonné, en piste, pour un dernier coup de balai. Quelle heure il est, Théo? 10h09. Un timing serré et un partage des corvées, somme toute assez classique. Disons que c'est maman qui lave et qui range. Et qui va laver le bungalow. C'est très sympa comme répartition des tâches. N'est-ce pas, hein? Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Pour les plus jeunes, le compte à rebours ne laisse que peu de temps pour un bilan entre copains. Au final, rares auront été des contrariétés pendant cette semaine de vacances. On se libère de ce bracelet en plastique qu'ils nous ont obligés à mettre pour pouvoir circuler dans le camping. Allez, dernière étape avant le grand départ. Bonjour monsieur, dame. Est-ce que vous êtes prêts? Avec le passage de l'inspectrice des travaux finis. C'est bon pour moi. Voilà. Bon, écoutez, merci. Je vous souhaite bon retour. Oui. L'examen réussi, nos Haussiens n'ont plus qu'à prendre la route. Comme eux, 240 familles quitteront le camping aujourd'hui. Et si le malheur des uns faisait le bonheur des autres? Le rush est passé. Donc mais on est en forme, on a le sourire. C'est presque des vacances et du repos qui nous attendent, effectivement. C'est le meilleur moment de la journée. Regardez. À l'heure de l'apéro, les chanceux pour qui les vacances s'étirent encore un peu savourent le moment. Ça se voit, c'est plus calme. Ouais, y a moins de monde et tout, même à la plage. Ça fait plaisir. Une quiétude peut-être un peu illusoire, puisque plus de 80% du camping reste occupé.
Un dimanche de sport à Londres, il y avait du motocross acrobatique, une compétition qui a réuni les meilleurs pilotes de la discipline. À Valence, le Brésilien Rubens Barrichello s'est imposé au Grand Prix d'Europe de Formule 1. Et puis à Bordeaux, les Girondins ont pris la tête du classement de Ligue 1 grâce à une large victoire sur Nice. 4-0 à Hontanzit. Bob sur la tête, histoire de se protéger de la chaleur. Cet après-midi à Bordeaux, en tribune comme sur le terrain, il faisait très chaud. Pas de quoi pour autant gâcher le spectacle. À domicile, les Girondins passent 4 buts aux Niçois. Jussier de la tête, 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Gourcuff y va de son but une première fois, puis une deuxième. Enfin, Diarra, en bon capitaine, vient clore la marque. 4-0, 3 matchs, 3 victoires, et voilà Bordeaux qui s'empare de la tête du championnat. Dans l'autre match de la journée, Lens est allé battre Grenoble 2-1. Le père de Lewis Hamilton n'en revient pas. Son fils est en train de perdre le Grand Prix d'Europe. Hamilton en tête jusqu'au 37e tour et cet arrêt au stand catastrophique. Les pneus de l'Anglais ne sont pas prêts. Résultat de précieuses secondes de perdu qui font le bonheur de Rubens Barrichello au volant de sa Brown GP. Le Brésilien s'impose dans les rues de Valence et à 37 ans, vous salue bien. Tout feu, tout flamme. Hier à Londres, les acrobates du guidon ont fait merveille. À ce niveau, le motocross en figure libre est une affaire de spécialistes. Des heures et des heures d'entraînement pour atteindre un tel degré d'excellence. À surtout ne pas tenter avec sa vieille motocyclette. Mieux vaut regarder ces artistes tranquillement assis dans son canapé. Des mondiaux d'athlétisme de Berlin, on retiendra les 3 médailles françaises évidemment, mais avec respectivement un total de 22 et 13 médailles. Les États-Unis et la Jamaïque auront été indétrônables et c'est définitivement le roi Bolt qui repart avec la couronne. Manuel Tissier, Yann Moine, Yves Rullière. Les murs de Berlin racontent tous une histoire. D'abord celle d'une ville longtemps coupée en deux. Mais depuis quelques jours, les graffitis berlinois ont un nouveau visage. Au mois d'août 2009, un Jamaïcain de 23 ans a dynamité la barrière du temps. Ce mec est incroyable, il est magnifique, magnifique. Sur 100 mètres, on attendait un duel. Usain Bolt a joué en solo. Personne n'a pu s'accrocher au foulée du géant jaune. Un an après les Jeux, Bolt pulvérise son propre record du monde et repousse les limites. J'avais décidé d'aller le plus vite possible et vous voyez le résultat. Bolt fait rire et Bolt fait peur. Mais il ne calcule rien, sauf quand il retranche des centièmes et additionne les médailles. Nouveau record sur 200 mètres, 3e titre en relais. Berlin a sans doute sacré le plus grand athlète de l'histoire. Le champagne français a coulé hier soir. 2 médailles d'un coup pour les perchistes. Il était temps. Romain Ménil et Renaud Lavillenie ont décroché le bronze et l'argent. Tous les deux attendaient l'or. Toujours aucun titre de champion du monde pour les Bleus depuis 2005. Mais avec un saut à 5,85 m, Ménil retrouve son niveau. Par rapport à ce que j'ai traversé cette année, c'est vrai que c'est assez... Je pense que ce que j'ai fait, c'est très fort. Avec le bronze de Tari sur 3000 mètres steeple, les Bleus terminent 19e mondiaux, un peu court pour une délégation de 75 athlètes. Se souvenir de la chute d'une impératrice. Elena Isimbaeva éliminée pour la première fois. De la danse d'une reine. Blanka Vlasic, championne du monde pour la seconde fois. Enfin, de Bekele, victorieux sur 10 000 et 5000 mètres. L'autre géant de Berlin. Il fait partie de ces films très attendus que la critique aura disséqué jusque dans les moindres images. Résultat, Un prophète de Jacques Audiard nous promet un film puissant sur l'univers carcéral, porté par un acteur déjà qualifié d'immense. Pascal Deschamps, Christophe Vignal. Voici maintenant le Grand Prix du 62e de battre Festival le cœur de Jacques Audiard s'est soudain arrêté quelques secondes. Le Grand Prix du 62e Festival de Cannes est attribué au prophète de Jacques Audiard. Pas besoin alors d'être prophète sur la croisette pour lui prédire une récompense. C'était l'un des grands favoris. J'ai pensé à tous ces comptes rendus de Cannes que j'avais pu voir à la télévision avec ces gens si formidables.
moi, qui m'ont beaucoup marqué, les vendeurs, tous ces gens-là qui recevaient des prix. Et je me dis, tiens, je suis à leur place, c'est vraiment curieux. Sacré défi que celui de nous attacher pendant 2h30 au pas d'un jeune SDF, Malik, analphabète et solitaire, plongé brutalement dans l'univers carcéral. On m'a dit que tu avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Ici règne la loi du plus fort et Malik va devoir s'adapter. Tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi? Parce que tu vas le tuer. C'est un SDF, donc il ne connaît pas de société, à part peut-être celle des sans-abri. Et là, on lui donne des codes. Il apprend parce qu'il est forcé d'apprendre. Ou tu apprends ou tu crèves. Si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Tous les personnages des films de Jacques Audiard se ressemblent. Malmenés par la vie, ils trouvent en eux la force de s'en sortir. Comment un personnage qui visiblement n'était pas du tout adapté à telle chose, telle situation, va tout à coup développer un système qui va le rendre plus fort et d'assister à ça. Comment se constitue finalement le héros? Héros malgré lui, qui d'une existence cabossée fera un destin, mais à quel prix? Comme chaque dimanche, voici l'agenda de la semaine à venir. Mardi, réunion donc à l'Elysée avec les acteurs du secteur bancaire pour clarifier et encadrer la pratique des bonus. Vendredi, début de l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Et samedi, nouvel hommage à Michael Jackson qui aurait dû fêter ses 51 ans ce jour-là. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. 600 pompiers luttent toujours en ce moment contre les incendies qui ravagent les environs d'Athènes. Plusieurs feux ont repris, notamment dans les banlieues de Marathon et de Dionysos. Les flammes sont aux portes de la capitale. On redoute maintenant le drame d'août 2007. Les incendies avaient fait 77 morts et brûlé 250 000 hectares de forêt. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de votre semaine avec Isabelle Martinet. À 20h35, les deux derniers, et oui, épisodes d'urgence, épisodes inédits. L'information demain sur France 2, c'est dès 6h30 dans Télématin. 13h, vous retrouverez Sophie Le Saint, 20h, Olivier Galzi. Excellente soirée à tous sur France 2 et merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.